traitons aujourd'hui de la problématique, de la thématique lanceur d'alerte, notamment dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle réglementation européenne. Nous traitons tout de suite des paramètres de sa mise en œuvre, la mise en œuvre de cette nouvelle législation et les impacts qu'elle peut avoir sur la culture d'entreprise. Alors peut-être le point de vue de l'avocat dans un premier temps, Jean-François. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les conditions auxquelles doivent répondre un système de signalement interne pour être conforme à cette réglementation? Donc effectivement, l'entreprise doit mettre en place un canal qui permet aux lanceurs d'alerte de signaler ce qu'ils souhaitent signaler. Et cette procédure de signalement doit répondre à certaines conditions qui sont énoncées par la directive. On les a intégrées, nous, pour nos clients, dans une plateforme informatique qui remplit toutes ces conditions, c'est-à-dire respecter les réglementations en matière de vie privée, réglementation GDPR, assurer la sécurité des échanges, permettre aux lanceurs d'alerte de faire son signalement de manière anonyme, en tout cas pour les entreprises de plus de 250 personnes, donner l'option aux lanceurs d'alerte de faire son signalement soit de manière orale, soit de manière écrite. Il faut également que le système organise une réponse, un accusé de réception adressé au lanceur d'alerte dans un délai de 7 jours. Et dans un délai de 3 mois, l'entreprise doit lui revenir par le même canal pour lui expliquer quelles mesures d'investigation ont été prises par rapport au problème dénoncé et quelles sont les mesures mises en place pour régler ou gérer ce problème. Alors, Philippe, dans quelle mesure les organes de gouvernance doivent-ils être impliqués dans la mise en place de ce système de lanceurs d'alerte? Écoutez, je crois que c'est tout à fait fondamental parce que qui va être responsable si tout ça n'est pas correctement mis en place? C'est au niveau du conseil d'administration, c'est au niveau du management que les choses seront gérées. Donc, il est d'abord extrêmement important qu'on revoie, à mon avis, au niveau de l'organe d'administration, dans quel cadre politique, de politique interne de l'entreprise, tout ça se met en place. En d'autres termes, on a déjà vu, il y a des choses qui existent. On va rajouter certaines choses, on va devoir communiquer de certaine manière. Tout ça doit être réfléchi sur base de propositions, discuté au sein du conseil, de manière à ce que tout le monde soit bien aligné sur ce que l'on va faire. Ça, je dirais, c'est au niveau de l'organe d'administration. Et puis, il va falloir, au niveau de l'exécution, trouver les bons canaux, voir quand ce ne sera pas par la voie hiérarchique, quand ce sera par ce canal interne, mettre tout ça en place. Et puis, et je crois que c'est une chose dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, il va falloir se poser aussi la question de savoir et qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème, si à un moment donné, il y a quelque chose qui passe à l'extérieur et on nous dit ça s'est mal passé avec le canal de communication ou bien oui, je n'ai pas eu confiance, j'ai fait ceci. Donc, il faut essayer de mettre en place des politiques, des façons de faire pour éviter ça. Ça n'est pas bon pour une entreprise d'apparaître tout d'un coup avec des médias sociaux qui disent on ne respecte pas le jeu, on ne fait pas attention. Donc, il y a, à mon avis, besoin de sensibiliser les différentes parties à la gouvernance de l'entreprise, veiller à ce qu'on fasse ce qui est nécessaire, veiller également à ce que l'on puisse gérer, dans des cas d'urgence, des situations qui pourraient être complexes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est important, lorsqu'on a une structure importante pour de relativement grandes entreprises, que le comité d'audit, d'une part, soit un lieu important où tout ça est réfléchi. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toute la concertation sociale qui doit être mise en place de façon à ce qu'on ne génère pas à travers cette nouveauté des conflits sociaux. C'est qui reste quand même un problème important dans la gestion de l'entreprise. Alors peut-être Jean-Pierre, avec le point de vue de l'investisseur, quel est l'intérêt de la mise en place d'un système de lanceur d'alerte et quel impact celui-ci a-t-il sur la valorisation d'une entreprise? Alors, avant de répondre à cette question-là, qui est très pertinente, je voudrais juste rebondir sur le commentaire de Philippe en soulignant que depuis toujours, la responsabilité du conseil d'administration est de gérer les risques et de faire en sorte que l'entreprise respecte la loi. Mais le conseil ne peut évidemment pas s'occuper de ça dans un degré de détail extrêmement grand. Et d'ailleurs, le comité d'audit, et dans certaines grandes entreprises, le comité des risques, qui est souvent distinct du comité d'audit, s'occupe de tout ça déjà aujourd'hui. Donc, il faut s'assurer que ces comités-là fonctionnent convenablement. Et on peut d'ailleurs se demander en passant pourquoi ces pratiques condamnables ne sont pas déjà
identifiés par le système de direction financière, par le contrôle de gestion, par l'audit interne, voire par l'audit externe. Et la raison est extrêmement simple. Les Américains disent « you can't boil the ocean ». On ne peut pas faire bouillir l'océan, donc on ne peut pas aller chercher partout dans tous les coins. On est obligé de travailler par hypothèse. Et donc on va là où on pense qu'il y a peut-être quelque chose à trouver. On ne va pas là où on sait qu'il n'y a pas de gibier. Et donc forcément, il y a des zones d'ombre. Et le whistleblowing sert justement à identifier des choses qui sont dans ces zones d'ombre qui n'ont pas été vues par ces différents organes. Alors, en tant qu'investisseur, notamment dans des entreprises de petite taille, dans des startups, etc., on doit effectivement s'assurer, et tous les investisseurs, avant d'investir, ils font ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire un examen approfondi de l'entreprise en allant voir tout ce qu'ils estiment avoir besoin de voir, et généralement, il y a une due diligence juridique. Et dans le cadre de cette due diligence juridique, on essaye d'identifier tout ce qui pourrait effectivement être une raison de ne pas investir. Alors, la raison de ne pas investir, évidemment, ça a un impact sur la valorisation, parce que si on décide de ne pas investir et que d'autres font la même chose, c'est beaucoup plus difficile de trouver des fonds. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre la valeur de l'entreprise, sauf dans des cas extrêmes. Il y a eu l'exemple bien connu de Theranos en Californie il y a un an ou deux, dans laquelle une fraude quand même très très importante n'a été révélée au marché par personne jusqu'au moment où il était trop tard, et les 2 dirigeants essentiels de cette entreprise sont aujourd'hui en prison. Donc on se rend compte qu'il y a des cas dans lesquels personne ne voit rien, jusqu'au moment où le poteau rose est découvert. Mais les investisseurs n'interviennent pas directement dans la gestion de ces problèmes. Ils font un examen diligent de la situation avant d'investir. Ensuite, ils envoient leurs délégués dans le conseil d'administration, et puis le conseil d'administration fait son boulot. Point. Je voudrais peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Ça va être intéressant de voir comment vont évoluer les acquisitions d'entreprises par rapport à cet outil whistleblowing, parce que si vous êtes une entreprise en croissance qui souhaite lever des fonds dans les prochaines années, il y a 2 situations. Soit vous avez mis en place un whistleblowing léger, et donc il ne sera pas pertinent parce qu'on n'est pas sûr qu'il fonctionne, ou bien vous l'avez mis en place. Et là, déjà, ça peut être une indication que c'est un outil valable pour identifier un risque pour un éventuel investisseur. Et je suis certain que dans les rapports de due diligence, il y aura évidemment le rapport whistleblowing de cet outil qui sera joint, qui permettra en fait à l'investisseur, par ce biais-là, d'identifier si oui ou non cette entreprise, sur les dernières années, a fait l'objet de dénonciations et comment elle les a gérées. Donc pour moi, ça va être un outil effectivement intéressant de gestion du risque également pour l'investisseur dans le cadre des levées de fonds ou des acquisitions. Alors justement, Frédéric, vous qui dirigez un groupe, le groupe Exki, qui véhicule de fortes valeurs, justement cette application, cette mise en œuvre, contrainte ou opportunité? Alors, opportunité d'affirmer nos valeurs, d'une façon générale, contrainte administrative pour sa mise en œuvre. Nous avons effectivement présenté cette mesure au conseil d'entreprise, parce que le conseil d'entreprise est évidemment concerné par la mise en œuvre de cette législation, puisque ça porte une protection aux lanceurs d'alerte. Donc le conseil d'entreprise a accueilli ça très favorablement. Des questions quand même se sont posées légitimement par rapport à qu'est-ce qui lancerait en cas d'abus. Donc quelqu'un, qui est un sous-contractant écarté d'une opération, dénonce une corruption qui n'est pas validée, enfin qui n'est pas effective. Et comment gérer ça? Bon, ça c'est par rapport à des sous-contractants, mais par rapport même à des employés qui se sentiraient menacés pour toutes sortes d'autres raisons, lancer une alerte pour se mettre en protection. Alors, bien sûr, ils ne sont protégés que par rapport à l'alerte proprement dite, mais néanmoins, ça reste une préoccupation soulevée par le conseil d'entreprise lui-même, donc organe interne à l'entreprise, et évidemment soutenue aussi par la délégation syndicale qui se demandait un petit peu quel était son rôle dans le cadre d'un lancement d'alerte comme celui-là. Donc il y a effectivement des questions qui se posent en interne dans l'entreprise par rapport à la mise en œuvre de cette législation. Et c'est vrai que le fait de pouvoir apporter un fait ou une infraction sur une plateforme
permet alors de faire le tri et de voir un peu ce qu'il en est. Donc oui, je recommande de la mettre en œuvre de façon simple, de façon effective, avec une plateforme qui permette assez facilement à la personne qui en est le répondant de bien voir où se trouve le vrai sujet, pour être certain qu'on a posé la bonne question au bon endroit. C'est vraiment la préoccupation des employés telle qu'elle s'est affirmée lors du conseil d'entreprise, et très légitimement. Merci bien.